Bonjour à tous. Avec Ronnie, nous sommes très honorés d'avoir trois intervenants de qualité pour aborder la thématique de la robotique éducative et l'intelligence artificielle. Un grand merci aux speakers et puis un grand merci aux habitués qui nous suivent depuis nos débuts. Donc aujourd'hui, c'est le 23e webinaire qu'on fait. Évidemment, nous remercions aussi les nouvelles personnes qui se connectent pour la première fois et nous espérons que vous aurez beaucoup de plaisir en sachant que le but de nos webinaires, c'est de vous inspirer, d'échanger et puis de créer cette communauté qui s'agrandit au fur et à mesure. Avant qu'on commence le webinaire, on vous rappelle qu'il est enregistré et qu'il sera diffusé sur les réseaux sociaux. Bonjour tout le monde. Merci Sophia et donc bienvenue à tous. Je suis ravi de vous accueillir pour ce webinaire. Eh bien, il est indéniable que l'IA est devenue en un temps record omniprésente dans notre quotidien. C'est pourquoi je suis heureux et donc j'aurais été encore plus heureux d'accueillir en fait quatre intervenants, mais malheureusement, on va parler et échanger qu'avec trois intervenants donc de grande qualité pour animer cette session. Nous commencerons avec Didier Roy, chercheur à l'INRIA et qui travaille depuis de nombreuses années avec ses équipes de chercheurs sur l'intelligence artificielle et ses mécanismes d'apprentissage. Ensuite, Thomas, donc c'est Monsieur Thomas Deneux, qui va remplacer Marie, qui malheureusement est malade et nous a donc contacté il y a quelques heures pour nous dire qu'elle était malade et qu'elle ne pourra pas donc participer à la présentation au webinaire. Eh bien, Thomas va nous présenter TeamUI, donc qui est notre cher robot renforcé par l'intelligence artificielle grâce à AlphaI, une interface super intuitive et donc développée par la startup française Learning Robots. Ensuite, Joël, quant à lui, donc, il va nous parler de la pédagogie d'apprentissage et il va nous présenter les principes donc, des ressources qui ont été spécifiquement donc, développées pour TeamUI, pour un apprentissage immersif pour les élèves et les professeurs. Enfin, nous aurons donc le plaisir d'accueillir à nouveau Thomas Deneux, fondateur de Learning Robots, qui a gentiment accepté d'animer la session de questions-réponses. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions tout au long du webinaire, dans le chat général ou en direct, en les envoyant à moi, et donc on les reprendra durant cette session. Je vous souhaite un excellent webinaire et à tout à l'heure. Sophia? Super, merci beaucoup Ronnie. Donc, merci Didier, merci Joël. Marie, on te souhaite un bon rétablissement et merci Thomas. Donc Didier, est-ce que tu es prêt? Je vais arrêter mon partage comme ça. Voilà, exactement. Maintenant, tu peux partager le tien. Je vais couper ma vidéo peut-être. Attends. Quand je le partage, on a la vidéo qui se poursuit. On a de toi petit, mais de toute façon, partage et ce qu'on va voir, nous, en tant que participants, c'est vraiment le partage d'écran. Non, c'est surtout pour la bande passante hein, que je fais ça. Bon, voilà. Alors, on va partager. Est-ce que vous me voyez là? Est-ce que vous voyez On te voit. On voit ta première slide avec toi. Eh bien, écoute, c'est parfait. Donc, alors, il n'y a pas de doute, je suis bien Didier Roy, donc je suis chercheur principalement en intelligence artificielle pour l'éducation. Je suis chercheur associé désormais à l'équipe Flowers d'Enoia, qui travaille sur ces thématiques-là. Et je vais vous faire un petit tour sur l'intelligence artificielle en une dizaine de minutes, en essayant de balayer un peu tout sans aller trop vite. Donc, voilà, on va voir comment on va digérer tout ça. C'est parti. Alors, on va commencer directement, sans plus de préambule, par l'intelligence artificielle. C'est quoi? Parce qu'il y a beaucoup de questionnements là-dessus. Donc, il y a énormément de définitions qui existent. Je vais vous donner un petit exemple. Si vous faites une recherche en français sur Google, elle date de ce matin, donc c'est très chaud. On voit qu'on trouve 9 940 000 résultats, ce qui est quand même pas mal. Vous noterez en 37 centièmes de seconde, c'est pas mal aussi. Donc, vous voyez qu'il y en a beaucoup. Et si on fait une recherche sur l'expression en anglais, c'est 244 millions. Donc, inutile de vous dire que c'est vraiment quelque chose qui est très présent. Il y a beaucoup de définitions. Il y en a beaucoup qui sont correctes. Moi, je vous en propose deux qui me conviennent et qui me semblent pouvoir résumer un petit peu tout ce qu'on entend par IA. La première, qui est une définition historique, puisqu'elle a été formulée par Marvin Minsky, qui est un des fondateurs donc, de l'intelligence artificielle, qui dit « c'est la science de faire réaliser par des machines des choses qui demanderaient de l'intelligence si elles étaient faites par un humain ». Ensuite, j'en ai une deuxième qui me semble intéressante aussi, qui est anonyme. Je ne sais pas trop qui avait dit ça, mais je l'avais noté. L'expression intelligence artificielle,
désigne des algorithmes simulant ou ayant des points communs avec certaines des capacités d'intelligence des êtres vivants. Et vous noterez la petite évolution, c'est-à-dire que c'est pas, on a parfois des comportements qui sont utilisés en intelligence artificielle, qui sont issus du monde animal, pas forcément directement humain, mais ça peut être d'autres animaux. Alors, il faut que je vous dise tout de suite qu'il y a IA et IA. C'est-à-dire qu'au sein de l'IA, il y a plusieurs catégories, plusieurs types d'IA. Je vais d'abord vous parler de la plus ancienne, c'est ce qu'on appelle l'IA symbolique. C'est-à-dire que dans cette approche de l'IA, les algorithmes, ils appliquent des règles qui ont été créées par les humains, ils reproduisent un raisonnement. Donc, cette typologie de l'IA symbolique repose sur la logique et c'est à l'origine de tous les systèmes experts. Donc, vous donnez des règles et à partir de là, vous mettez des liens logiques. S'il se passe ça, alors je fais ça, etc. Et vous allez avoir donc un système expert. Je vous prends un exemple. On peut l'utiliser pour détecter une panne de voiture. Vous voyez, la valise de diagnostic un peu, fonctionne un peu sur ce principe-là, où vous avez des caractéristiques et à partir de là, il y a des liens logiques qui sont faits jusqu'à une conclusion. Donc, elle ne l'apprend pas, hein, cette IA symbolique-là, elle ne l'apprend pas, et elle possède des limites qu'on va voir après. Peut-être le meilleur exemple pour comprendre comment fonctionne l'IA symbolique, c'est de parler des échecs, parce qu'elle est à l'origine du programme Deep Blue. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ce programme qui est très ancien, puisque ça date du 11 mai 1997, et c'était le premier programme d'échecs capable de battre le champion du monde des échecs. À l'époque, c'était Garry Kasparov. Et en fait, donc, voyons un petit peu comment fonctionne une IA symbolique dans un logiciel qui va jouer aux échecs. On lui explique toutes les règles en détail, on lui explique les règles, on lui explique ce qu'il peut faire, ce qu'il ne peut pas faire, etc. On lui met à disposition dans une grosse base de données, c'est le cas de Deep Blue, hein, environ 200 millions de parties, et à partir desquelles il peut regarder comment ça se passe, il trouve des choses un peu similaires. Il apprend toujours à rien, mais rien qu'avec ça, il peut être extrêmement puissant. Donc ça, c'est l'IA symbolique, je vous rappelle, qui fonctionne avec des règles et qui essaie de reproduire un raisonnement humain. Alors avec cette approche, on a pu démontrer des théorèmes, on a essayé de faire des choses aussi en traitement du langage, etc. Donc, et aujourd'hui, important à savoir, c'est qu'aujourd'hui, elle est très, très présente, on n'en parle plus tellement, mais aujourd'hui, il y a énormément de systèmes experts autour de nous qui fonctionnent avec ce type d'IA. Et alors, les mauvaises langues appellent cette IA la vieille IA. Ce n'est pas très sympa, mais ce n'est pas très faux non plus, parce que c'est quand même, ça date quand même des années 50. Alors, voyons maintenant les limites à travers un exemple qui m'a semblé approprié pour le propos d'aujourd'hui, puisqu'on parle de robots. Alors, voyons comment on pourrait apprendre à marcher un robot. La première idée qui vient, c'est d'utiliser l'IA, que pour le moment, la seule qu'on connaît, l'IA symbolique, en lui rentrant toutes les règles en disant bah, s'il se passe ça au niveau de ta jambe, alors il faut que tu fasses ça, etc. Et ça, eh ben, il se trouve que ça, on ne sait pas faire. On ne peut pas programmer tous les mouvements et tout ce qu'il faut prévoir, c'est trop compliqué. Il y a même des choses qu'on ne sait pratiquement pas expliquer, tellement c'est complexe. Imaginez, pour faire marcher un robot, il faut lui définir, alors s'il y a du vent, il y a des questions d'équilibre, des questions de matériaux, d'adhérence, enfin, c'est extrêmement compliqué, on ne peut pas. Alors on s'est dit, comment est-ce qu'on peut faire? Donc là, l'IA symbolique, qui oblige à définir toutes les règles précisément, est prise en défaut. Mais ceci dit, l'exemple de l'apprentissage de la marche, on connaît un peu quand même. On connaît un peu. Ben voilà, c'est ce que fait un enfant. Un bébé, il apprend. Et comment il apprend? Eh bien, il apprend en essayant, en tombant, en se relevant, etc. Il y a des réussites, il y a des échecs. Et petit à petit, il va apprendre à marcher. Eh bien, on va utiliser cette même technique pour le robot. Donc, c'est nous ce qu'on a fait. Le robot, il existe vraiment. Il était dans mon équipe de recherche et on lui a appris à marcher. Et on l'a programmé pour qu'il apprenne tout seul en lui disant, en faisant en sorte que ses coordonnées changent, c'est-à-dire qu'il avance, il fait quelque chose. Et là, on le récompense positivement. Alors, on récompense un robot, on ne lui donne pas des bonbons. Hein, c'est une récompense purement informatique qui ne coûte pas cher. Mais voilà. Et on le récompense négativement quand ce n'est pas le cas. Alors, soyez pas surpris de la récompense négative, c'est une pénalité, mais dans l'apprentissage en question, on appelle ça des récompenses positives et des récompenses négatives. Ce n'est pas une erreur de ma part. Et là, le robot, vous le voyez là sur le petit film, ben, ce robot,
il marche, il a la taille à peu près d'un enfant de 7-8 ans, il marche, pardon, d'un enfant plus petit, 5, je sais plus, ouais, 7-8 ans peut-être, qui n'a jamais marché. Et là, eh bien, il apprend à marcher. Et donc, tous les mouvements que vous voyez là, il n'y en a aucun qui l'ont été programmés directement. Il a appris ça par essai-erreur. Alors, il a fallu du temps. Inutile de vous dire qu'il n'est pas aussi performant qu'un bébé. On est à des milliards d'années-lumière de ce que peut faire un bébé. Eh bien, ça, c'est une entrée que je vous fais pour entrer dans l'autre partie de l'IA. C'est ce qu'on appelle l'apprentissage par renforcement. Donc là, on ne rentre pas les règles comme dans l'IA symbolique. On définit un système qui va permettre au robot d'apprendre par lui-même. Et ce système, c'est un système de récompense. Donc, quand c'est positif, ça va dans le bon sens. C'est-à-dire que le robot, c'est comme s'il tombait, qu'il avait mal, ce que fait l'enfant. Hein. Il a mal, il va réessayer autre chose, etc. Et donc, ça fonctionne très bien. Et ça, c'est ce qu'on appelle l'IA numérique. Donc, rappelez-vous l'IA symbolique. Et cette fois, l'IA numérique, mais on ne définit pas les règles. Ce sont les algorithmes qui vont apprendre par eux-mêmes en faisant des stats et des probabilités. On leur fournit des données pour qu'ils puissent apprendre, et puis après, ils effectuent des prédictions. Dans le cas du robot, ils vont dire, bon, ben, en fonction des caractéristiques qui sont actuellement dans le robot, eh bien, je fais la prédiction, l'algorithme, la prédiction qu'il faut faire tel mouvement. Et petit à petit, il va affiner ses mouvements jusqu'à réellement apprendre. L'IA numérique, on appelle ça aussi IA statistique, apprentissage automatique, machine learning. On en profite pour fixer un petit peu de vocabulaire. Tout ça, c'est la même chose. Et contrairement à ce qu'on pourrait croire, l'IA numérique, en fait, existe depuis très longtemps, depuis même les années 50. C'est que tout simplement, on ne pouvait pas l'utiliser pleinement parce que les ordinateurs n'étaient pas assez puissants à l'époque. Il faut beaucoup de puissance. Puis, on n'avait pas assez de données pour pouvoir faire fonctionner ce type d'algorithme. Alors, en résumé, je vous résume bien pour que les choses soient claires, IA symbolique avec des règles qu'on applique. S'il s'agit d'un robot, eh bien, on dit au robot comment il doit agir en fonction des cas identifiés, c'est-à-dire que les cas sont identifiés au préalable. L'IA numérique, les algorithmes apprennent à partir des données. Dans ce cas-là, l'algorithme définit comment le robot peut apprendre à agir sans que les cas aient besoin d'être identifiés au préalable. Donc là, eh bien, en clair, on lui dit de se débrouiller, quoi. Et donc aujourd'hui, c'est essentiellement l'apprentissage automatique qui domine, donc c'est l'IA moderne, on va dire. Et rappelons-nous quand même que dans les deux cas, l'IA est très spécialisée à la différence de l'intelligence humaine qui sait faire beaucoup, beaucoup plus de choses que ça. Alors, pour résumer un petit peu l'approche symbolique, vous la voyez à gauche, ça c'est un tableau qui vient du MIT. L'approche symbolique à gauche, l'approche statistique ou numérique à droite. Et on va rentrer un petit peu dans le détail, on va voir dans l'apprentissage automatique, il y a aussi la question des réseaux de neurones, on va voir ça juste après. Alors maintenant, dans l'apprentissage qu'on vient de voir, l'apprentissage automatique, l'IA numérique, eh bien, il y a plusieurs façons d'utiliser ces algorithmes qui apprennent, et on va la voir souvent sous forme de différentes modalités. Apprentissage supervisé, apprentissage non supervisé et l'apprentissage par renforcement. L'apprentissage par renforcement, je ne reviens pas dessus, c'est celui dont je vous ai parlé, avec les récompenses positives ou négatives pour permettre à l'algorithme d'apprendre tout seul. Voyons tout d'abord ce qu'on appelle l'apprentissage supervisé. Alors, imaginez, vous allez aux champignons avec maman, papa ou le papy ou mamie, et important, on vous apprend à reconnaître les champignons. Voilà, et c'est vachement important là, il faut des données de qualité pour ça, c'est essentiel. Donc, on vous donne des exemples, on vous dit ça, c'est un cèpe, ça, c'est une amanite phalloïde, etc. Et l'objectif, c'est que vous soyez capable, après, quand vous voyez un champignon, de pouvoir dire de quelle catégorie il est, si vous pouvez le manger ou pas, par exemple. Eh bien, l'apprentissage supervisé, dans l'apprentissage automatique, un algorithme qui apprend tout seul, on va lui fournir des données au départ, alors, il y a un paquet de données, des millions de données, et de manière après à ce qu'il puisse identifier quelque chose qu'on va lui proposer, par exemple une image. Donc là, on fournit les étiquettes, on fournit les exemples au départ. À la différence de l'apprentissage non supervisé, où cette fois on ne lui donne pas d'étiquette, et on dit à l'algorithme, on laisse l'algorithme faire des catégories par lui-même. Donc là, les données ne sont pas étiquetées, il doit se débrouiller par lui-même. Par exemple, ici, vous avez des animaux, le logiciel équipé d'un algorithme d'apprentissage non supervisé, il va trouver des groupes d'animaux selon les affinités qu'il va estimer en fonction des critères qu'on lui donne, bien sûr. Par exemple, il va les classer
en disant là, je les ai rassemblés, il y a les aquatiques, les terrestres et les aériens, mais il pourrait aussi bien les classer en mammifères, insectes, etc. Et dans cet apprentissage-là, il n'y a pas de bonne réponse, hein. Il y a plusieurs résultats possibles. Donc, on ne fournit pas les étiquettes au départ. C'est l'algorithme qui va placer des étiquettes en fonction des catégories qu'il va estimer intéressantes. Et c'est quelque chose, d'ailleurs, qui est utilisé. Vous savez, quand on vous propose, vous voulez acheter des chaussures, vous avez eu le malheur de faire une recherche avec un moteur de recherche, puis pendant 3000 ans, on vous propose des chaussures. Et parfois, on vous propose même des trucs un peu bizarres que vous n'avez pas forcément cherché à acheter. Mais parce qu'en fait, la recommandation de produits fonctionne sur de l'apprentissage non supervisé. En clair, on essaie de regrouper dans des catégories des gens qui ont fait plus ou moins la même chose. Donc, vous pouvez très bien vous retrouver dans une catégorie où les gens qui achètent des chaussures, ben, ils aiment bien aussi les lunettes de soleil, etc. Donc, vous voyez un petit peu comment ça peut être utilisé, l'apprentissage non supervisé. Ensuite, alors là, on attaque quelque chose qui n'est pas toujours très bien compris, c'est la question des réseaux de neurones artificiels. Là, l'idée, c'est tout d'abord de parler de ce qu'est un neurone artificiel. Rappelez-vous que c'est tout simplement un dispositif, un algorithme, on peut le voir comme ça, qui a plusieurs entrées et une sortie, et qui simule certaines propriétés du neurone biologique. Alors ça aussi, ça a été inventé dans les années 50. Les systèmes, une fois qu'on les installe, ils ont besoin de la maintenance. Pardon, il y a quelqu'un qui parle en même temps. Bon. Donc là, voilà l'exemple de neurones artificiels. Voyons maintenant un réseau de neurones artificiels. C'est un ensemble de neurones artificiels interconnectés. Le but, c'est de plus ou moins simuler l'activité du cerveau humain pour créer un réseau où les informations vont transiter entre les différentes couches de neurones utilisées. Vous voyez par exemple ici, vous avez des entrées, vous avez d'autres neurones qui sont au milieu, là en bleu, et puis il va y avoir des traitements qui s'effectuent à l'intérieur, et l'objectif, c'est de fournir une sortie qui va être connectée par exemple à d'autres neurones, etc. Alors un exemple ultra simplifié, si on voulait essayer de reconnaître un chat par un truc comme ça, dans un apprentissage supervisé, on entraîne la machine à reconnaître des chats, on lui fournit plein de chats, d'images de chats. Et puis, voyez par exemple comment peut se passer la reconnaissance d'un chat à partir d'images. Eh bien, les cercles que vous voyez là, ce sont des neurones. Hein, et donc, on va avoir des détails des images, on va détecter des formes, etc. Et on va faire des liens avec tout ça. C'est très schématique, évidemment. Ce qui va nous permettre, in fine, de savoir si cette bestiole est un chat, de quel type de chat il s'agit, etc. À préciser quand même que dans ce type de dispositif, il faut donner des milliers, voire des millions d'images de chats pour que l'algorithme soit capable de reconnaître. Un enfant humain, il lui faut à peu près 4 photos. À partir de 4 photos, il sait reconnaître n'importe quel chat. Vous voyez, donc l'être humain a quand même des capacités bien supérieures. Ensuite, le dernier point que je voulais aborder avec vous dans ce marathon sur les bases de l'IA, c'est qu'est-ce qu'on appelle l'apprentissage profond. Alors, l'apprentissage profond est basé aussi, utilise des réseaux de neurones artificiels. C'est une partie de l'apprentissage automatique, IA numérique, machine learning, je rappelle toujours un peu le vocabulaire. À la différence que ces neurones artificiels-là, le réseau est plus complet. Il a des couches cachées, notamment, il y a pas mal de couches cachées, à l'intérieur desquelles on va trouver des fonctions mathématiques que je ne vous décris pas ici, hein, des fonctions mathématiques qui vont permettre d'améliorer le traitement des données, de pouvoir se contenter de données en entrée qui ne sont pas forcément parfaites. Bref, c'est plus performant. Hein. Et ça nous donne donc le deep learning, l'apprentissage profond, qui permet notamment la détection automatique d'objets dans des images, la traduction automatique, etc. C'est quelque chose qui existait aussi depuis pas mal de temps, hein, les réseaux de neurones, mais on n'avait pas les puissances des machines pour le faire. Alors, petit rappel pour terminer, donc on a la science informatique, on a l'intelligence artificielle qui en a une partie, on a l'apprentissage qui est automatique qui est une partie d'intelligence artificielle, et on a ensuite l'apprentissage profond qui est une partie de l'apprentissage automatique. Alors vous allez me dire, maintenant qu'on a vu tout ça, il y a une question cruciale qui nous taraude, enfin qui me taraude moi, c'est est-ce qu'on pourrait faire du machine learning avec Timio et le laisser apprendre lui-même comment bouger
sans lui donner les instructions explicites pour ça, genre on sait tous faire un programme en VPL ou en Python ou en Scratch. Eh bien là, on veut qu'il fasse des choses sans qu'on ait défini toutes les règles. Donc, on veut qu'il apprenne. Voilà, merci. Didier, merci beaucoup pour ce marathon, comme tu l'as dit, de connaissances, d'apprentissage, de définition. Merci beaucoup d'avoir mis les bases, comme ça on peut être dans le vif du sujet. Alors, on va laisser la parole à Thomas. Est-ce que Didier, je peux te demander d'arrêter ton partage? Oui. Comme ça, Attends. je le… Où est-ce qu'il est le truc? Tout à fait. Et Thomas, je pense que tu peux prendre le lead. Bon, voilà, ouais. Tout à fait. N'hésitez pas à écrire vos questions dans le chat. Hein. Alors, Thomas, là, on va commencer à voir ton écran. Voilà, on a la vidéo si jamais. Alors, bonjour à tous. Merci de m'avoir invité à partager ici. Et merci à Didier pour la très bonne introduction qui va me permettre vraiment d'inscrire dans la continuité de ce que tu as dit. Alors, comme l'a dit Sophia, on est vraiment désolé. Je remplace ici Marie, que vous voyez à l'écran, et qui, malheureusement, est au fond de son lit maintenant. Je voulais simplement vous signaler, si vous voulez trouver Marie, que, vous voyez, on a enregistré avec elle des vidéos d'introduction au Timio AI. On a une playlist actuellement avec 2 vidéos, et donc je vous copie tout de suite le lien de cette playlist dans le chat. Comme ça, eh bien, vous pourrez aussi aller voir ces vidéos, écoutées, présentées par Marie. Marie, elle a 15 ans, et donc c'était vraiment pour cette raison que Ronnie avait très envie que ce soit elle qui présente. Mais ce sera moi, désolé. Pour me présenter, donc moi j'ai fait 15 années de recherche, comme Didier, j'ai commencé ma thèse à l'INRIA, en informatique, et puis après je me suis passionné pour les neurosciences, et j'étais un peu fasciné par le fait de comprendre comment marche le cerveau humain, et puis quand le deep learning est apparu dans les années 2000, et bien par toutes ces comparaisons finalement entre l'intelligence biologique et l'intelligence humaine et artificielle. Et moi, pour comprendre, j'ai besoin de visualiser. Et donc, quand je me suis mis au réseau de neurones, j'ai fait des interfaces de visualisation des réseaux de neurones. J'ai présenté ça et j'ai eu aussi besoin de voir un robot qui apprend. J'ai programmé un petit robot qui apprend devant nos yeux. Je l'ai montré dans des classes, je l'ai montré à l'éducation nationale qui a trouvé que c'était un excellent moyen de présenter l'IA aux élèves. Donc ça, c'était il y a 5 ans, en 2018. Et à cette époque-là, il y avait un pressentiment que oui, l'IA allait prendre de plus en plus d'importance. C'est pour ça que j'ai fondé la société Learning Robots, qui commercialise le logiciel AlphaI pour piloter des robots avec de l'IA et montrer comment ça se passe à l'intérieur. Et donc, après avoir vendu d'abord avec un premier robot qui est le nôtre, et bien maintenant, on noue des partenariats avec d'autres producteurs entreprises qui font des robots éducatifs. Et la première entreprise à laquelle on a pensé, c'est pas une entreprise, c'est une association, c'est Mopsia. Et donc je disais que nous avons fait route avec Mopsia, et en fait c'est vraiment dans le cadre des partenariats comme on le voit dans ce webinaire, c'est-à-dire que c'est aussi via l'INRIA et tout ce que organise l'équipe Flower à Bordeaux. Et puis le fait que Timio s'inscrive aussi dans un projet de recherche à l'EPFL. Et puis Timio, c'est aussi un robot qui nous a plu. Alors, je vais allumer notre Timio aussi. Et ce qui est très sympa avec Timio, c'est qu'il est très pédagogique. En fait, vous voyez, vous le connaissez, hein, mais on voit quand les capteurs s'allument, il y a des petits cadrans, et ça correspond exactement à l'idée visuelle qu'on veut de voir visuellement. Alors, je vais passer à la démo. Donc moi, je vais vous présenter l'interface du logiciel AlphaI qui pilote le robot Timio. Et puis ensuite, je laisserai la parole à Joël qui vous montrera plusieurs propositions de fiches pédagogiques d'activité. Alors, donc, voici le logiciel AlphaI. Et donc, quand on le lance, on voit une interface de connexion. Et là, on voit le robot Timio qui est apparu. Alors, pour qu'il apparaisse, simple petite information, il fallait brancher le dongle, bien sûr. Et il fallait aussi lancer
Timio Suite, d'accord? Parce que la communication avec Timio passe par Timio Suite. Et maintenant, je vais changer de caméra pour vous montrer Timio. Voilà, donc vous avez d'une part le partage d'écran et d'autre part Timio. Donc je me connecte à Timio et puis je vais vous présenter les différents éléments dans le logiciel. Donc vous voyez ici, ici vraiment, comme le but c'est de comprendre comment marche l'IA, comment marchent les réseaux de neurones, donc, vous voyez devant vous un petit réseau de neurones, eh bien on leur fait la place belle, au centre on voit le réseau de neurones. Et donc, dans ce réseau de neurones, je peux déjà dire que vous avez ici 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 neurones d'entrée qui correspondent aux 7 capteurs, les 5 à l'avant et les 2 à l'arrière de Timio. 2 autres neurones ici en bas qui correspondent aux 2 neurones, capteurs de suivi de ligne. Ensuite, ces 9 neurones donc, parlent à 5 neurones. Je vais les espacer. Voilà, on les voit mieux. Il parle à 5 neurones intermédiaires qui parlent ensuite à 3 neurones qui vont correspondre à 3 actions différentes que peut faire Timio, aller en avant, aller en arrière ou se stopper. Ensuite, vous avez en bas l'interface principale. Ça, c'est le panneau de commande principal. Il y a notamment 2 boutons très importants. Celui pour activer ou désactiver les apprentissages et celui pour activer ou désactiver l'autonomie du robot. Donc là, vous avez vu, le réseau de neurones est tel que quand je mets Timio autonome, eh bien, il se met à avancer. Alors, nous disions que j'enlève les capteurs de suivi de ligne. Et donc ici, voilà, ils réagissent comme on s'y attend, c'est-à-dire que je mets ma main à gauche, on voit les capteurs de gauche, je mets ma main plus vers la droite, on voit les capteurs de droite s'allumer, je vais à nouveau les écarter. Voilà, on va même mettre leur valeur. Et je mets ma main en arrière, on voit les capteurs, vous voyez, de l'arrière s'allumer. Ensuite, on peut choisir différentes actions. Donc, par exemple, là, je vais rajouter des actions de virage. Et puis, je vais remplacer l'action stop par une action où on se stoppe, mais aussi on s'allume dans une couleur donnée. Et puis ensuite, donc le reward, c'est, je vais peut-être mettre le langage en français, c'est la récompense. Et bien ça, on l'utilisera pour l'apprentissage par renforcement quand Timio va apprendre tout seul grâce à un score qu'il reçoit. Ça, c'est une activité que vous verrez dans les vidéos, mais je vous fais aujourd'hui de l'apprentissage supervisé. Vous voyez, c'est marqué ici, apprentissage supervisé. Donc on passe directement à l'onglet suivant. C'est ici qu'on choisit justement le type d'apprentissage et l'algorithme utilisé. Et par exemple, qu'on configure le réseau de neurones. Donc là, on va se mettre dans une situation très simple. Je vais même supprimer les neurones intermédiaires. Et vous voyez, donc les neurones d'entrée sont connectés directement aux neurones de sortie. Donc le principe, c'est qu'il y a un calcul qui est fait où, alors dans la visualisation, on va pouvoir voir les activités qui se transmettent dans le réseau de neurones. Donc par exemple, si ces neurones-là sont activés, et bien vous voyez, ils activent à leur tour des neurones de sortie. En jaune, ce sont des activations positives, en bleu, des activations négatives. Et puis vous verrez, je vais aussi activer l'apprentissage, et vous verrez quand on fera un exemple d'apprentissage que certaines connexions, quand elles vont augmenter, vont apparaître en vert, et d'autres, quand elles vont diminuer, vont apparaître en rouge. Donc même si on parle d'intelligence artificielle, ça peut paraître complexe, en fait vous allez voir, c'est extrêmement simple, et même ça peut même être un moyen de découvrir la robotique avant même de faire de la programmation. Parce que vous voyez, la robotique, c'est très simple. Enfin, il y a en entrée des données récupérées par les capteurs du robot, et en sortie, on doit choisir une décision parmi, là on a une liste de 7 décisions possibles. Alors, c'est l'équivalent de la classification des champignons de Didier tout à l'heure. Là, on classifie ce qu'on voit non pas entre 7 catégories d'animaux, mais entre 7 catégories de mouvements. Pour être complet par rapport à la présentation du logiciel, donc vous avez enfin des menus. Donc là, vous avez vu, j'ai des menus un peu généraux où j'ai changé tout à l'heure entre le niveau standard, avancé, expert, je suis revenu à standard. La langue, comme ma dernière démo était en anglais, ben, je suis repassé à français. Vous pouvez sauver toute la configuration qui sont là. Et vous pouvez aussi charger d'ailleurs des configurations de démonstration qui apparaissent dans ce petit menu. Vous avez aussi un menu pour sauver ou charger les apprentissages qui ont été réalisés. Et puis vous avez de l'aide qui renvoie notamment aux vidéos et puis aux fiches d'activité que va présenter Joël. Donc pour terminer, je vais vous montrer un premier exemple d'apprentissage. Je vais apprendre
à Timio à suivre ma main. Donc, c'est-à-dire que je ne vais pas lui dire quand tel capteur est activé, tu fais ça, etc. Je vais le mettre dans différentes situations et pour chacune de ces situations, je vais lui dire ce qu'il doit faire et il sera capable ensuite de généraliser à de nouvelles situations. Alors, par exemple, je vais lui dire, eh bien, quand aucun de tes capteurs est activé, tu restes au repos et tu t'allumes en vert. Voilà. Donc, il a retenu. Et vous voyez immédiatement ce qui est en train de se passer, c'est que il y a une connexion, il y a des nouvelles connexions qui sont en train de se faire à l'intérieur du réseau de neurones. Et ce neurone est en train de s'allumer très très fort. Vous voyez, il a une activité de 350, alors tous les autres sont passés négatifs. Mais maintenant, je vais donner d'autres exemples au robot. Je vais lui dire, voilà, quand ton capteur central s'allume, eh bien, tu vas tout droit. Et là, vous voyez, regardez en vert, des nouvelles connexions qui se font entre les capteurs centraux et l'action aller tout droit. De la même manière, je vais lui dire, quand ton capteur de gauche, quand tu vois quelque chose à gauche, tu vas tourner à gauche. Si tu vois quelque chose à droite, tu vas tourner à droite. Et puis, s'il y a quelque chose plutôt derrière, tu vas en arrière. Et puis, disons arrière-gauche, on va même faire arrière-gauche et arrière-droit. Arrière-gauche, clac, et arrière-droit, comme ça. Alors, vous voyez, il y a plein de connexions qui se sont en train de se mettre en place dans le réseau de neurones. Alors là, c'est un réseau simple où les entrées connectent directement avec les sorties, donc on peut comprendre vraiment le rôle de chacune de ces connexions. Vous voyez, très clairement, le capteur central se connecte avec aller tout droit, tandis que les capteurs de gauche se connectent avec l'action aller à gauche. Si on avait mis une couche de neurones intermédiaires, eh ben on aurait vu plutôt, non pas des liaisons directes, mais des chemins se former entre les neurones d'entrée et les neurones de sortie. Et donc maintenant, il ne me reste plus qu'à passer Timio autonome. J'appuie autonome. Alors là, il y a deux modes quand on est autonome. Il y a soit de faire des pauses, donc vous voyez là, il clignote, soit de faire continu. Donc je décoche la case pause entre les actions. Et donc là, voilà, il attend, on continue. Et dès que je viens mettre ma main, hop, voilà, il suit ma main. Il s'arrête, je mets ma main à droite, il va voir ma main à droite, je mets mes mains derrière, il recule. Donc vous voyez, sans écrire une seule ligne de programmation, eh bien, j'ai configuré Timio pour faire un comportement particulier. Et d'ailleurs, vous allez voir, c'est très intéressant parce que Joël va vous présenter une autre activité où, avec le même type de réseau de neurones, on va apprendre à Timio non pas à suivre ma main, mais au contraire à avoir peur de ma main et à la fuir. Et donc, ben voilà, je vais vous laisser ici. J'ai un petit peu dépassé le temps. Et je vais laisser la parole à Joël et je serai prêt à prendre vos questions un peu plus tard. Merci Thomas. On a effectivement des questions qu'on va répondre à la fin des 3 présentations. Donc, on a bien vu vos questions. Mais pour l'instant, on va passer à Joël. Comme ça, à la fin, on aura le temps questions-réponses. Joël, je te passe le lead. Oui, merci. Bonjour à tout le monde. Je suis ravi de prendre la suite de Thomas avec ses explications, sa démonstration si claire. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que je vais vous présenter des fiches pédagogiques qui ont été rédigées évidemment pour rendre accessible cette technologie aux enfants et aux enseignants. Donc il y a 5 fiches qui ont été réalisées. J'en donnerai la liste après. Je vais plutôt me consacrer sur la première. En fait, ce que je voudrais faire maintenant pendant quelques minutes, c'est un peu une mise en situation, c'est-à-dire présenter comment, dans une classe, on peut concrètement traiter ce sujet avec le matériel dont on dispose. Donc, je prends le parti d'être le plus pratique possible. Donc, je vais partager mon écran aussi avec mon diaporama. Alors, voilà, je pense que le partage est fait. Oui, tout à fait. On voit ta slide avec ta photo. C'est bon. Vous avez l'image et le son, donc tout va bien. Alors, donc dans un premier temps, oui, donc je vais mettre en œuvre une activité pédagogique avec Timio AI simulée dans une classe. Alors, on pourrait imaginer dans une classe d'une petite vingtaine d'élèves. Alors, chaque élève, alors moi j'aime bien mettre les élèves par 2, donc c'est une bonne disposition. Donc, il faut qu'ils aient un ordinateur avec le logiciel Timio et Alpha-I installé, le robot Timio et la fiche premier apprentissage avec la version élève. L'enseignant dispose de la même chose avec en plus un moyen de projection pour partager son écran avec les élèves.
Alors, au niveau des prérequis pour les enfants, il suffit de connaître Timio et le principe des capteurs actionnaires. Je n'ai pas mis ici la cible, mais la cible de ces activités, disons que c'est fait pour des gamins qui ont, des enfants, qui ont entre 11 et 12 ans, qui correspondent au niveau 5e. Moi, je l'ai expérimenté un petit peu avec des élèves de 5e, donc du collège, du début du collège. Alors, il faut déjà commencer par expliquer ce qu'on veut faire aux élèves. Alors, pour expliquer aux élèves, donc, on peut s'appuyer sur ces fiches qu'on projette. Alors, on peut soit demander aux élèves de lire chacun un petit paragraphe pour que tout le monde prenne le temps de comprendre, ou l'enseignant le décrit, enfin, ça, on procède un petit peu comme on veut. Donc, au contraire de ce qu'a fait Thomas, moi, je vais plutôt simuler le comportement peureux que l'on trouve dans les modes préprogrammés de Timio. Donc, c'est-à-dire, si j'approche un objet, Timio recule, voilà, il suit les objets. Et puis, si jamais il est entouré de toute part, qu'il ne peut plus rien faire, il va se mettre à tourner sur lui-même. Après la fiche, je reprends un petit peu de vocabulaire qui est un vocabulaire courant, mais que les enfants doivent bien maîtriser pour bien comprendre l'AI. Donc, Timio apprenne un comportement, donc il s'agit, Timio va bien l'apprendre, et être capable de le refaire en mode autonome. Donc ça, on a déjà vu avec Thomas tout ça. Il faut l'entraîner par une technique qui fait partie de l'intelligence artificielle, et nous, on fait de l'apprentissage, donc supervisé, comme on l'a vu précédemment. Alors là, il y a un petit paragraphe sur l'intelligence artificielle. Il est fort possible que les enfants n'aient jamais entendu parler d'intelligence artificielle, voire de manière très obscure. Donc, c'est un petit paragraphe un petit texte qui a été fait pour être compris par les enfants. Donc, le vocabulaire y est, mais l'approche est relativement simplifiée. Alors, comme tout à l'heure, on peut très bien demander à un élève de lire ça et puis après d'en discuter. Je pense que c'est important de passer du temps là-dessus, de manière à ce que les élèves se fassent une idée. Je pense que la comparaison avec l'apprentissage d'un enfant me paraît tout à fait intéressante. Alors après, il y a la partie pratique. Quand on était en classe, on a montré cet écran, mais je pense que les élèves commencent à bouger, à s'agiter parce qu'ils ont envie de faire quelque chose. Donc, on sort le Timio de la boîte, on le connecte à l'ordinateur, on lance le logiciel Timio Suite et AlphaI. Alors, on a vu les rôles de chacun de ces logiciels, je ne reviens pas dessus. En fait, on se retrouve avec cette fenêtre dans laquelle Timio donc, est prêt à apprendre. Fenêtre qu'on a déjà vue. Donc, je ne représente pas. Alors, évidemment, il faudrait prendre du temps avec les enfants pour présenter un petit peu l'interface, en insistant sur la colonne de gauche des capteurs et la colonne de droite des actionnaires. Et puis du réseau de neurones au centre, sans trop donner de détails. Il s'agit juste de présenter une petite vision d'interface. Donc après avoir présenté cette interface, alors il faudra prendre un peu plus de temps que je ne le fais évidemment avec les enfants. Alors, voilà, je passe. Il va falloir régler. Donc pour mettre en œuvre cette petite manipulation qu'on propose, il faut régler les capteurs et les actionnaires. Donc, on a la liste là de tout ce que les enfants doivent faire. Donc, je pense que le mieux, c'est de laisser les enfants le lire et de laisser les enfants faire tous les réglages. Voilà, donc je passe un petit peu dessus, les capteurs, les actionnaires. Après, il y a un réglage de l'intelligence artificielle. Alors là, on prend une partie pris un petit peu différente de celui de Thomas. On va complexifier le réseau en mettant 10 réseaux en couche intermédiaire en entrée. Il y a donc 2 couches. La première couche à gauche qui fait 10 neurones et la deuxième qui fait 1. Alors, l'intérêt de faire ça, c'est que ça permet une interprétation plus subtile entre l'action et entre la captation et l'action. Voilà, ça permet d'être un petit peu plus subtil pour le robot. Et tout est prêt, en fait. Tout est prêt. On n'a plus qu'à commencer à faire l'apprentissage. Alors, on peut déjà partir d'un constat simple, c'est que on clique, on dit aux élèves donc de cliquer sur le bouton autonome, l'apprentissage est en éteint, et puis on essaye de mettre la main devant le capteur, par exemple, et on voit que il n'y a pas de changement de comportement pour le robot. Donc, en fait, il est probable que le robot reste à l'arrêt. Alors, c'est aléatoire une fois de plus, donc il peut éventuellement bouger, mais enfin, globalement, la plupart du temps, il ne fait rien. Et donc, il ne fait rien parce qu'il ne sait rien faire, parce qu'il n'a rien appris. Voilà. Donc, c'est un concept de base au départ très simple. Il ne fait rien parce qu'il ne sait rien faire, voilà, tout simplement. Alors, après ça, on va commencer donc à lui apprendre ce qu'on veut. Alors, on distingue 2 étapes dans cet apprentissage.
la première étape extrêmement simple dans laquelle on va dire à Timio, si jamais quelque chose s'approche devant, tu recules. Et s'il n'y a rien, ben, tu fais rien. Voilà. Donc, pour mettre en œuvre ceci, alors on a déjà vu avec Thomas comment ça se passe. Donc, la fiche explique tout, donc il suffit de lire. Hein. Donc, dans la question numéro 2, si on approche la main, Timio est au centre, que doit-il faire? Alors, c'est assez évident, on donne la réponse, hein, donc Timio doit reculer. Après, comment concrètement ça se met en œuvre avec le logiciel, on l'a vu tout à l'heure, je me contentais de le rappeler par cette petite image. Hein. Donc, il suffit de mettre un doigt, par exemple, devant le capteur central de Timio et simultanément de cliquer sur l'icône pour reculer. Voilà. Donc, quand on a fait cette opération, eh bien, Timio a pris une première étape. La deuxième étape, c'est ne rien faire si Timio ne voit rien. Donc, on a un écran tout à fait similaire ici. Hein. Donc, le robot n'a rien dans son environnement. Je clique sur le bouton arrêt. Voilà, donc Timio reste arrêté. Bon, une fois qu'on a fait ça, eh bien, on a déjà un premier apprentissage qui est terminé. Je pense que les enfants, ont bien compris ce qui s'était passé. Hein. Il n'y a pas de souci par rapport à ça. Ben maintenant, qu'est-ce que ça donne si on le met en œuvre? Alors moi, je n'ai pas, comme Timio, pour des moyens matériels, je n'ai pas cette caméra, tout ça, je n'ai pas pu mettre en œuvre le truc. Donc, j'ai filmé tout simplement ce qui se passe. Hein. Donc, j'approche un obstacle, effectivement, Timio va se mettre à reculer. J'enlève l'obstacle, il s'arrête, et puis je mets l'obstacle, il recule, etc. Voilà. Bon, ça, c'est rien de très... Voilà. Donc, enfin, la grosse différence quand même par rapport à l'expérience de mettre la main avant tout à l'heure, ben, c'est que maintenant, il sait faire quelque chose alors qu'avant, il ne savait rien faire. Et on a vraiment utilisé des réseaux de neurones, une technologie d'algorithme très, très complexe. Et donc, ça a l'air anodin, mais c'est pas rien ce qu'on a fait d'avoir pu, comme ça, simplement avec un doigt et en cliquant sur deux boutons, faire un apprentissage, même si l'apprentissage est très simple, il appartient clairement à la famille de l'apprentissage du deep learning. Alors, si on veut prolonger, alors moi, je pense personnellement que sur 40-45 minutes, ce qu'on vient de faire peut constituer une étape suffisante, une première étape pour les enfants. Voilà, donc, ils ont appris à faire ça, ils ont compris, je pense, les choses. Maintenant, si on veut vraiment avoir le comportement complet, on va, lors d'une deuxième séance, on va leur proposer donc de contrôler, de faire un peu ce qu'a fait Thomas, c'est-à-dire d'utiliser un peu tous les capteurs. Alors, eux auront en main une grille vierge et ils vont pouvoir commencer à réfléchir à ce qu'il faut faire des essais, etc. Et moi, je pense que leur laisser pas mal de temps pour essayer eux-mêmes, essayer de remplir cette grille de manière logique, hein, et puis de les essayer expérimenter entre l'apprentissage, l'autonomie, etc., basculer de l'un à l'autre, peut-être très profitable. Voilà. Donc, une réponse complète, là, voilà, vous l'avez sous les yeux. Il y a juste une petite chose dont on n'a pas parlé, mais qui est quand même intéressante. Et si à un moment donné, tout ça part dans le désordre le plus total, ce qui va sûrement arriver très vite avec des élèves, on a le bouton réinitialiser l'IA dans l'interface, hein, qui permet que Timio oublie tout ce qu'il a appris, et donc on repart de zéro, et donc ça permet effectivement de repartir parfois sur des bases de scène, et que le robot n'ait pas des informations trop contradictoires. Alors, si on veut voir le résultat final, c'est celui-là. Là, on va voir donc qu'il commence à réagir. Alors, c'est un petit peu lent parce que moi, je n'ai pas enlevé les pauses. Hein, donc, on pourrait accélérer le temps de réaction du robot hein, assez nettement. Voilà. Donc, il fait un petit peu ce qu'on a appris. La main à droite, il recule à gauche. Voilà. Il recule complètement. Et si jamais il se trouve encerné, eh bien, il se met à faire un demi-tour. Voilà. Donc, le comportement peureux traité par l'intelligence artificielle. Voilà, ben, je pense que j'ai terminé ce que je voulais présenter. Alors, juste un dernier mot. Ça, c'était la première fiche. Il en existe 4 autres. Il y a une autre qui s'appelle Garder la piste. Alors, il y a une piste noire sinueuse. Et l'idée, c'est d'utiliser, alors évidemment, lié à l'apprentissage supervisé, comme on vient de faire, pour que ce robot reste tout le temps sur la piste et qu'il fasse des allers-retours sur la piste. Et puis, l'idée, c'est de tenir le plus longtemps possible avant qu'il y ait quelque chose qui déraille. Hein. Voilà, c'est un petit challenge pour les enfants. Une troisième fiche que j'ai appelée Ne restez pas là. Alors là, il y a un grand cercle à l'intérieur duquel il y a des objets. Timio est au milieu avec les objets du cercle et son travail, c'est de pousser tous les objets hors du cercle. Donc, voilà. Donc, ça se traite très facilement à l'aide de cet apprentissage supervisé. Il y a aussi comme quatrième fiche la voiture autonome. Alors à ce moment-là, Timio se trouve entre une série de murs qui dessinent une route sinueuse, hein, pas forcément droite,
Et Timio apprend à parcourir cette route en aller-retour, avec éventuellement un piéton au milieu de la rue, sur lequel, évidemment, on lui apprend à s'arrêter. Et puis, il y a un dernier, alors tout ça, c'est de l'apprentissage supervisé. Et il y a aussi une dernière activité qui s'appelle l'arène. Alors, cette fois-ci, on va mettre Timio à l'intérieur d'une arène, mais cette fois-ci, on ne va pas lui dire si le capteur reçoit ça, alors ça serait bien que tu fasses ça, etc. On va juste reprendre ce qu'avait fait Didier avec le robot Poppy, c'est-à-dire le laisser évoluer dans l'arène, et chaque fois qu'il s'approche et qu'il va cogner un mur de l'arène, et lui dire c'est pas bien, et lui donner une récompense négative. Et si jamais il avance tout droit alors qu'il n'y a rien, enfin, si son comportement est bon, on lui donne une récompense positive, on s'aperçoit que petit à petit, eh ben, au lieu de taper les murs, comme il le faisait régulièrement au début, il les apprend à les éviter, etc., etc. Donc l'apprentissage par renforcement. Voilà, ces 5 fiches sont disponibles, hein, on verra je pense qu'elles sont disponibles sur le site de Thomas, hein, et puis sur Sur Roteco. Roteco aussi, et puis peut-être encore d'autres endroits. Voilà, j'ai terminé. Je te rends la parole, Sophia. Merci beaucoup, Joël. Merci pour ta présentation. Effectivement, je viens d'envoyer le lien où vous avez les 5 fiches. Je vous montrerai après dans les annonces où vous pouvez exactement aller les chercher. Mais Thomas, on a des questions. Donc, je te passe le lead peut-être pour que tu arrives à gérer toutes ces questions qui ont émané dans le chat. Alors, je me permets juste, certaines questions sont directement liées à Timio, donc si je peux aussi participer avec Thomas à la réponse. D'accord? Oui. Voilà, donc rapidement, nous avons Claude donc, qui voulait savoir si AlphaI est compatible avec n'importe quel Timio. Donc, en fait, actuellement, AlphaI n'est compatible qu'avec le Timio wireless. D'accord? Nous avons les Timio donc standard et wireless, et AlphaI est compatible avec Timio wireless. Une question de Ivaliente, j'espère que la prononciation est bonne. Donc, quelle version de Timio Suite embarque les modules d'apprentissage? Et pourriez-vous fournir le lien pour la télécharger? Donc, je vous conseille de télécharger directement la dernière version, qui est la version 2.4, donc téléchargeable directement depuis notre site. Et quant aux ressources pédagogiques, comme l'a dit Joël il y a un instant, elles sont disponibles sur le site Roteco, mais également à l'intérieur de la licence AlphaI. Carlos voulait savoir s'il était possible donc d'avoir l'AlphaI séparément et donc de l'intégrer à la solution au Timio actuel, au Timio wireless actuel. Alors pour le moment, ce n'est pas envisageable, mais nous étudions une solution avec Learning Robots et on reviendra vers vous. Donc il est fort probable que nous ayons une solution standalone d'ici la fin de l'année. Voilà. Nous avons une question plus technique concernant donc Thomas, du coup, de Cédric. Thomas, est-ce que tu l'as vu ou pas? Ou je Et il s'agissait de contrôler son propre un robot qu'il a fait lui-même, c'est ça? Oui, un capteur time of flight. Donc, Oui. Donc en tu fait, as la question. le logiciel AlphaI est appelé à pouvoir contrôler différents robots. Donc aujourd'hui, il contrôle le robot de la société Learning Robots qui s'appelle lui-même AlphaI. Il contrôle Timio. Il contrôlera bientôt le robot humanoïde Buddy, et puis dans le futur, il en contrôlera, il permettra de faire plus de contrôles, y compris des robots construits par les élèves ou les enseignants sur une base, je ne sais pas, par exemple Arduino. Donc ça, c'est tout un programme de développement qui va s'étaler sur les mois et les années à venir. Donc, en tout cas, aujourd'hui, vraiment, le robot qu'on met en avant, c'est bien sûr le robot Timio. Merci Thomas. Une deuxième question aussi concernant alors la dernière version d'AlphaI. Mais bon, je pense qu'il y a eu un patch entre-temps, donc juste préciser, ce problème est révolu. C'est pas moi qui ai fait un patch parce que j'ai vu la réponse et j'ai corrigé de choses. Je pense qu'il devait y avoir au niveau du téléchargement peut-être un problème dans le téléchargement et donc effectivement la personne a réessayé et ça marchait. D'accord, super. Nous avons aussi Véronique, donc pareil, même question que Carlos. Donc oui, on reviendra vers vous un peu plus tard, donc courant d'année, pour
vous offrir des solutions standalone qui permettront donc aux Timio wireless existants de fonctionner avec la licence donc Alpha I et de pouvoir vous permettre de bénéficier donc de cette expérience immersive et intéressante. Est-ce que vous avez d'autres questions? N'hésitez pas à ouvrir votre micro et puis à la poser si vous avez envie de la poser. C'est le moment de prendre la parole. Thomas, je te laisse répondre. Oui, alors il y a la question d'une interface Python. Donc effectivement, il est possible après, le logiciel AlphaI s'interface avec Python. Par exemple, on a des fiches pour expliquer comment programmer l'IA de Timio. Et donc, je peux même vous faire maintenant, pour répondre aux questions qui sont plus techniques, reprendre le partage d'écran. Ah, il faut que je rallume Timio. Reprendre le partage d'écran. Voilà, et donc en fait, dans l'IA, ici, on pourra aller faire algorithme code élève, et puis faire son propre code Python pour coder l'IA. Et dans ce cas-là, il faudra écrire les fonctions d'initialisation de l'IA, d'apprentissage de l'IA et de prise de décision. Vous voyez, initialement, ça crée un fichier Python vierge et qui n'apprend rien et qui renvoie toujours la décision 0. Mais une fois que l'élève aura écrit en Python, eh bien, il pourra coder directement son IA. Pour ce qui est de contrôler Timio directement avec Python, eh bien ça, il y a une librairie Python qui est fournie par Moxia et qui vous permet de le faire. Après, il y avait d'autres questions que j'ai vu passer. Oui, Thomas, il y a une question qui vient d'arriver, c'est que peut-on envisager avec des élèves du niveau primaire? Eh bien, avec des élèves de niveau primaire, je pense que vraiment les fiches de Joël, elles marcheront aussi au niveau primaire. Hein. Parce que c'est pas très simple, hein. C'est pas très difficile, pardon. C'est pas difficile, hein. En fait, on met le robot dans des situations, on lui dit, dans telle situation, tu fais ceci, tu fais cela. Je peux parler de quelques améliorations qu'on a en tête. On a en tête, plutôt que d'utiliser les boutons que vous voyez à droite pour faire les actions, de directement utiliser les boutons sur le Timio. Je remets la caméra avec Timio. Je ne sais pas si vous voyez ma main. On pourrait dire, j'avais envisagé ça en fait, que on puisse apprendre à Timio à aller tout droit comme ça dans certaines situations à gauche, à droite, et puis que ce bouton du centre serve à basculer entre le mode autonome et non autonome. Donc ça, c'est une amélioration que vous verrez apparaître d'ici 6 mois. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Il y a une question d'Hervé. Est-ce que tu la vois? En fait, là, c'est difficile pour moi de voir en même temps les questions. Ça m'arrange si vous me les lisez. Non, mais en fait, de même, non, c'est une question pour laquelle je peux répondre. Donc, de même, Hervé, nous allons donc offrir en fait une solution standalone qui vous permettra d'utiliser l'Alpha I sur vos robots wireless, mais ça se fera au niveau du 4e trimestre de l'année. Alors, je vois le prix de la licence Alpha I. Tu peux peut-être dire le prix de Timio AI par rapport par rapport au prix de Timio Wireless? Oui, j'ai répondu. Donc, en fait, Oui. j'ai Ah, t'as répondu dans le kit. package donc, de Timio AI. Et en fait, il s'agit d'un bundle. Donc, le bundle comprend le Timio Wireless, plus la licence Alpha I, donc plus les 5 ressources pédagogiques qu'on va essayer, bien entendu, d'enrichir. Et nous comptons aussi sur vous et donc sur la communauté d'enrichir cette librairie. Eh bien, le prix est de 208 € ou francs suisses, hors taxe. Est-ce qu'on peut imaginer d'avoir plus d'un robot Timio et avoir des comportements croisés? Comment? Alors oui, oui, parce que les Timio vont se voir l'un l'autre avec leur capteur.
On pourrait imaginer une activité où ils essayent de se pousser en dehors d'un cercle. Alors, là, c'est pas dans les 5 fiches d'activité de Joël, mais j'ai imaginé une idée. C'était de se dire que on pourrait faire une sorte de piste de sumo où Timio est capable de savoir s'il est loin ou proche du centre grâce à ses capteurs du dessous, si la piste elle-même, elle était de plus en plus noire au fur et à mesure qu'on se rapproche du centre. Et on pourrait imaginer un apprentissage par renforcement où Timio reçoit beaucoup de récompenses quand il est au centre et il reçoit de moins en moins, et que deux Timio apprennent comme ça, l'un et l'autre, à essayer d'atteindre le centre. Donc forcément, ils vont se pousser, ils vont apprendre tout seuls à faire un combat de Timio, de sumo. C'est une idée que j'avais. Merci beaucoup, Thomas. Je vais procéder aux annonces parce que c'est 17 heures et vous savez, on est très suisse pour tout ce qui est horaire. Donc, mon débit de parole va être assez grand maintenant que je vais faire les annonces. Donc, je vais partager mon écran. Et puis, de toute façon, si vous avez plus de questions, il faut écrire des mails et nous, on vous répond sans souci. Alors, est-ce que vous voyez mon écran maintenant avec la page Roteco? Oui? Non? Oui. Oui, super. OK, alors les fiches que Didier, Joël et puis Thomas vous ont présentées, elles se trouvent ici. Donc, comme je vous ai dit, si vous cliquez là-dedans, vous tombez sur les fiches justement qui vous a présentées avec évidemment les pièces jointes qui vous expliquent toutes les étapes pour faire avec vos élèves. Ça, c'est la première annonce. Deuxième annonce, donc il y a aussi des activités pédagogiques en mode de découverte que les éditions Nathan avec Mopsia ont fait. Vous avez toutes les étapes aussi sur ces fiches qui vont depuis la découverte justement au niveau débranché. Vous passez à l'étape 2 avec apprendre à programmer, hop, avec des petits défis, et vous finissez, oups, avec le grand défi à la fin. Donc, n'hésitez pas à aller explorer ces fiches-là qui sont pour vous. Ensuite, Amélie Gay d'Espace des Inventions, elle a partagé avec nous des instructions pour explorer en détail les modes de couleur Timio. Donc, vous pouvez trouver la pièce jointe à nouveau sur Roteco. Vous voyez qu'elles sont très bien faites pour être imprimées et utilisées par vos élèves. On est dans un webinaire de l'intelligence artificielle. Il y a un MOOC qui est sorti de la Code Week. Alors, effectivement, il est en anglais, mais il y a les sous-titres. Allez jeter un coup d'œil. C'est un MOOC qui est ouvert jusqu'au 19 avril avec à peu près un total de 16 heures à apprendre, à mettre en pratique. Et vous avez un petit certificat à la fin. Ça vaut la peine, si vous êtes intéressé dans la thématique, d'aller jeter un coup d'œil. Une autre annonce qui va peut-être vous intéresser. Si vous êtes enseignant, vous faites de la robotique dans votre classe ou même d'autres activités robotiques, biologie, physique, je ne sais pas si vous connaissez Science on Stage. En fait, il y a en France, il y a en Suisse, en Belgique. C'est en fait au niveau européen, mais j'ai vu aussi qu'il y avait le Canada. Donc, chaque page contient l'information pour son propre pays. Et en fait, vous pouvez soumettre un projet que vous faites avec votre classe pour être sélectionné en tant que prof et ensuite aller à National on Stage. Cette année, ça sera en Finlande pour présenter votre projet. Donc, vous n'avez rien à perdre, tout à y gagner. Je vous montre juste comment ça se passe. Vous devez inscrire votre projet sur cette page avec un descriptif du projet. C'est pour les enseignants du primaire et du secondaire. Une autre annonce qui peut vous intéresser, c'est l'apparition d'un livre blanc sur comment enseigner à apprendre à l'ère de l'intelligence artificielle. Vous cliquez ici, vous avez ce livret, donc c'est Margarita Romero qui a participé à cette publication-là. Ça vaut la peine aussi d'aller jeter un coup d'œil sur ce qui a été dit. Il y a des cas concrets, donc n'hésitez pas à aller explorer cette page-là. Je partage aussi parce qu'il y a des ressources gratuites que Coloris a mis en place pour faire de la robotique éducative. Donc, je vous montre, ça vaut la peine aussi d'imprimer cette fiche, d'aller jeter un coup d'œil. C'est plutôt pour les petits, mais il y a aussi, par exemple, l'histoire Ayo le robot. Donc, n'hésitez pas à aller voir un petit peu si c'est des ressources que vous pouvez mettre en place dans vos classes.
Portes ouvertes, EPFL le 29-30 avril. Venez me voir, je vais avoir des ateliers avec le Team IO pour toute la famille. Donc, ça sera ouvert que pas que pour les enseignants, mais pour tout le monde. Donc, venez vous faire un coucou. On va aller d'activités débranchées jusqu'à la découverte du VTL. On se réjouit de vous accueillir. Une autre annonce, c'est qu'on a eu le plaisir d'avoir un entretien avec Donat Tsiturkwa du Congo qui utilise les robots dans l'organisation Malaika. Et en fait, on a le plaisir de l'avoir lors de nos prochains webinaires. Donc, vous êtes tous déjà invités, marqués dans l'agenda. C'est le mercredi 7 juin, à nouveau, la même heure, 16h-17h. Donc, c'est un webinaire. Alors, il sera en anglais, mais ne vous inquiétez pas. Avec quelques bases d'anglais, on arrivera à le suivre. Et justement, c'est comment sortir des sentiers battus avec le Team IO. Mon début de parole était très rapide. Je crois que j'ai fini avec les annonces. Vous avez tous les liens sur le chat. Merci de votre écoute. J'arrête mon partage maintenant. Voilà. Rajouter une petite info concernant ce webinaire Oui. du 7 juin. Vraiment, alors, je confirme, c'est un webinaire en anglais, mais qui va être, encore une fois, je l'espère, passionnant, très facile à suivre, mais vous allez vraiment découvrir des utilisations de Timio qui sortent de l'ordinaire. Une petite info, en fait, au Japon, Timio est utilisé pour enseigner les langues et donc pour enseigner l'anglais à des enfants. Et c'est vraiment un parcours passionnant, c'est un curriculum qui est extrêmement intéressant et ça monte en puissance dans ce pays-là. Et c'est une utilisation auquel en fait on ne pensait pas au départ. Et le webinaire va proposer 3 utilisations qui vont sortir vraiment des sentiers battus, donc de l'ordinaire, et vous allez être it will be mind blowing, comme on dit en anglais. Donc, vous allez être en fait extrêmement surpris et satisfait. Donc, on vous donne rendez-vous le 7 juin. Et même si c'est en anglais, enregistrez-vous parce que ça va être très simple et ludique et hyper intéressant. Voilà. Merci Ronnie. Venez pratiquer l'anglais avec nous. Et à nouveau, on remercie Thomas, on remercie Didier, Joël, Marie, on pense à toi, on te souhaite un bon rétablissement. Mais ce sont des speakers de qualité comme ça, on ne pourrait pas faire les webinaires. Donc, merci beaucoup à vous tous. On a dépassé un petit peu de 7 minutes, mais bon, c'était un webinaire très intense et très intéressant par rapport à la thématique. Donc, on espère que vous avez eu autant de plaisir que nous.